Nouvelle émission de défense au programme cette semaine, bien évidemment. L'actualité au front nord, ou comment nous sommes à la veille d'une nouvelle guerre entre Israël et le Hezbollah. Regardez ce sujet préparé par Océane Nicole, on en parle juste après. Entraînement, transfert d'armes depuis la Syrie, présence dans le sud du Liban, développement d'un nouvel arsenal de roquettes. Le Hezbollah ne compte pas déposer les armes, loin de là. Même si l'organisation chiite libanaise a été durement touchée par Tsahal, elle se réarme et se reconstruit, le tout avec la connaissance et la tolérance du gouvernement libanais. Le front nord est donc en tête des priorités de Tsahal, qui veut faire en sorte que le Hezbollah ne soit plus capable d'attaquer Israël. Les renseignements israéliens assurent que le rythme des tentatives de reconstruction et de réarmement du Hezbollah s'intensifie, malgré la pression exercée par Israël pour désarmer l'organisation libanaise. Pour l'instant, l'armée israélienne se contente de frappes aériennes de précision et d'éliminations ciblées, notamment de hauts responsables du Hezbollah, comme le numéro 2 de l'organisation, l'un des principaux commandants de la force Radouane ou encore le chef d'état-major. Mais cela ne semble pas suffire à contenir le Hezbollah et une opération de plus grande envergure semble donc quasi inévitable. En plus de réorganiser son arsenal militaire, le Hezbollah reconstruit aussi son économie avec le soutien de Téhéran. Selon le Wall Street Journal, l'Iran aurait en effet transféré ces derniers mois au Hezbollah des centaines de millions de dollars via des entreprises basées à Dubaï, de l'argent immédiatement retiré par un correspondant au Liban. Car pour se reconstruire, le Hezbollah a besoin de liquidités. Les services de renseignement israéliens tentent là aussi de contrer les plans de l'organisation terroriste libanaise. Mais en attendant, le Hezbollah continue de violer les termes de l'accord conclu par les États-Unis, jouant ainsi avec les nerfs d'Israël. Et avec nous en plateau, Océane Nicole, bonsoir. Bonsoir. Je Mathias. reviens à vous dans un instant. Et notre premier invité, Yahya Marton, officier supérieur du contre-terrorisme israélien. Merci d'être avec nous. C'est inévitable. Ça semble être écrit véritablement dans le marbre, cette guerre contre le Hezbollah. Vous savez, vous êtes autant que moi sur le terrain. Moi, je rafraîchirai les choses. Il est possible que nous ayons une guerre avec le Hezbollah, peut-être qu'il y aura une bataille, peut-être qu'il y aura une attaque préventive. Le Hezbollah qu'on a connu avant le 7 octobre et le Hezbollah d'aujourd'hui n'est pas le même. Et le Hezbollah qui est en Syrie, c'était l'axe Philadelphie, l'axe de la contrebande de l'Iran vers le Liban. Tout cela n'existe plus. Et aujourd'hui, le Hezbollah a la Syrie qui est une Syrie sunnite qui veut se venger des chiites et de ce qu'ils ont fait aux Syriens et aux sunnites. Le Liban est aujourd'hui avec les chrétiens qui sont beaucoup plus sûrs d'eux pour relever la tête et essayer de se battre. Ce mois-ci, si ça marche, nous aurons la fin de l'armée du Liban qui va évacuer le Hezbollah au sud du fleuve Litani. Vous dire que je suis tranquille? Non. Est-ce que j'essaye de ne pas prendre en compte l'ennemi? Non. Et n'oublions pas un instant que le Hezbollah est extrêmement affaibli. Il ne peut pas se permettre aujourd'hui de faire une aventure. La vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'il ne faut pas abattre cet ennemi maintenant, profiter du moment où il est faible, avant qu'il ne se réarme? Excellente question. Mais il faudrait savoir le coût et l'utilité. Face au monde, est-ce qu'on peut se permettre de faire quelque chose qui serait considéré comme brutal et venir liquider et faire ce coup préventif? Je dis toujours, même après avoir bien désinfecté, il reste toujours quelques bêtes à détruire, mais le Hezbollah est affaibli, alors peut-être en effet qu'il faudrait tenir bon et par exemple laisser aux Français la place qui leur est due de rentrer comme acteur international pour essayer de créer ici quelque chose de calme et pour calmer la situation. Et bien sûr, les États-Unis de Donald Trump
qui ont un intérêt. Nous vivons au Proche-Orient, dans une région d'intérêt. Donald Trump veut se placer comme un président qui amène des accords de paix. Et alors maintenant, nous parlons, on nous a dit que Netanyahou est prêt à envoyer un représentant en Allemagne, si je ne m'abuse, pour discuter avec des représentants du gouvernement libanais. On sait que Netanyahou veut repousser son procès. Il veut reculer son procès pour des raisons sécuritaires. Et nous savons que Trump, hier, a convié Netanyahou à la Maison-Blanche. Et on entend toutes sortes de bruits sur un accord avec la Syrie. Donc, il est possible que là, nous devions respirer un bon coup. Je ne pense pas que le Hezbollah soit une menace contre Israël aujourd'hui. Il peut être une menace contre le Nord, ce qui est tout à fait inquiétant, d'accord, mais ce n'est pas une menace contre Israël de manière générale. Et beaucoup de forces internationales pourraient créer ici une situation, et je vous dirais quelque chose d'un petit peu étrange peut-être. L'État d'Israël se retrouver avec la Syrie et le Liban dans des accords de non-belligérance et les voir peu à peu rejoindre les accords d'Abraham. Je sais que ça semble un peu fou, mais quand même. Moi, ce qui m'embête dans ce que vous dites, c'est que hier, par exemple, le porte-parole de l'armée en arabe affirme que le Hezbollah a éliminé des activistes politiques, des soldats qui savaient que le Hezbollah a fait exploser le port de Beyrouth à cause de ces sacs de nitrate d'ammonium. Ça veut dire que le Hezbollah garde la main au Liban. C'est pas ce que veut Israël. Israël ne veut pas que le Hezbollah continue à diriger le Liban, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Le Hezbollah est très affaibli, la population chiite n'est pas forcément en faveur. C'est une population aujourd'hui qui a perdu l'Iran, qui a perdu sa ressource financière. Aujourd'hui, pour que l'Iran puisse envoyer de l'argent au Liban, il le fait passer par la Turquie. Ça, c'est inquiétant. Ce qu'il faut se préoccuper, c'est d'Erdogan, membre des Frères musulmans, qui veut prendre le contrôle de la Syrie, qui veut être sur notre frontière nord peut-être. Et vous avez raison, nous devons être attentifs, mais le Hezbollah qu'on a connu avec ses forces incroyables sur notre frontière, ça n'est pas le Hezbollah d'aujourd'hui. Le Hezbollah, quelque part, est encore, même s'il représente l'Iran, il essaye de se placer comme protecteur du Liban. Et aujourd'hui, tout le monde comprend que le Hezbollah ne protège pas le Liban, mais l'a détruit. Et donc, pour le Hezbollah aujourd'hui, attaquer Israël, ce serait une mauvaise idée. Israël est préparé, le Hezbollah est beaucoup plus faible, nos protections, laser et autres dômes de fer sont prêts, tout est prêt contre eux. Et donc, nous sommes beaucoup plus forts que nous l'étions à la veille du 7 octobre. Et en plus de cela, le Hezbollah est dans la pire situation qu'il soit depuis sa fondation. En même temps, c'est vrai. Tzahal a dévoilé le fait que les activistes du Hezbollah sont les responsables de l'explosion du port de Beyrouth. Pourquoi nous le faisons maintenant? Parce que quand nous entendons les chrétiens du Liban essayer de dire d'autres choses, on leur dit, écoutez, le Hezbollah vous a détruit le Liban. C'est le moment de se réveiller. C'est intéressant ce que vous dites, effectivement, de passer la balle dans le camp du Liban et pas de la garder chez soi. Océane Nicole, rebonsoir. L'autre actualité, mise à part le front Nord, c'est le front Sud, Gaza et cette réouverture du point de passage de Rafah. Tout à fait, annoncé par Israël, ce sera, dès que ça ouvrira, le seul point d'ouverture de la bande de Gaza. C'est évidemment conforme à l'accord de cessez-le-feu mis en place donc le 10 octobre dernier, avec l'approbation de Benyamin Netanyahou, qui jusqu'à présent refusait l'ouverture de ce point de passage, tout simplement en raison des retards de la restitution du Hamas. À noter que ce point de passage de Rafah sera accessible uniquement pour les Gazaouis désireux de partir de la bande de Gaza. Ce ne sera pas l'inverse, c'est ce que veut l'Égypte et la communauté internationale, mais pas question que des gens autres rentrent dans la bande de Gaza, du moins pour le moment. Évidemment, il faudra une approbation préalable de la part de la sécurité israélienne, et on rappelle que normalement, lorsque ce point de passage rouvrira, ça se fera ces prochains jours, et bien ce sera sous la supervision de l'Union européenne. C'était fermé depuis janvier dernier, et ça avait brièvement ouvert un petit peu justement lorsqu'il y avait eu ce deuxième accord. Donc ça, c'est la première actualité. La deuxième, c'est
sait que sur le terrain, l'armée israélienne continue de neutraliser des terroristes. Justement, à Rafah, on comprend pourquoi, pour tous les Gazaouis qui voudraient sortir lorsque ce point de passage sera ouvert, eh bien, il faudra un avis de l'armée israélienne, puisque Tsahal n'a pas du tout envie que tous les terroristes du Hamas partent et se retrouvent et s'enfuient. Tsahal a éliminé en quelques jours près de 40 terroristes, justement, dans l'est de Rafah, qui sortaient des tunnels, etc. Et puis un mot aussi de la diplomatie, qui n'avance toujours pas, puisqu'on est encore loin de voir cette deuxième phase, tout simplement puisque la première n'est toujours pas remplie, puisque le Hamas devait restituer tous les corps. Or, ce n'est toujours pas le cas à l'heure à laquelle on parle. La dernière actualité du moment, sécuritaire de la région, c'est la Judée-Samarie et les attentats qui se poursuivent. Tout à fait, il y en a eu 2 en moins de 12 heures, même pas. Une attaque au couteau, une attaque à la voiture bélier dans le sud, notamment de la Judée-Samarie. On parle de terroristes qui ont été directement neutralisés. La cible, c'était à chaque fois des soldats de l'armée israélienne qui ont été blessés légèrement, fort heureusement. Des terroristes extrêmement jeunes, 17 et 18 ans, qui savaient très bien ce qu'ils faisaient, puisqu'ils avaient même dit à leur famille que voilà, ils avaient fait... Ils avaient dit au revoir. Ils avaient dit au revoir tout simplement à leur famille, donc ils savaient très bien ce qu'ils ont fait. Donc il y a ces activités terroristes, ce à quoi l'armée répond avec des opérations antiterroristes cette fois, puisqu'on sait qu'il y a toujours cette opération qui a été menée, qui a commencé dans le nord de la Judée-Samarie pour le moment, autour de la région de Jenin, opération menée par l'armée israélienne. On n'a pas de date de fin, mais vraisemblablement, au vu du nombre d'attaques, elle devrait encore se poursuivre. Merci Océane Nicole. Yair Marton, vous êtes toujours avec nous. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ces loups solitaires? On va aller continuer à les appeler le loup solitaire. C'est infini. Il y a une différence importante et définie, et je suis sur beaucoup de panels avec les organisations de renseignement et de défense dans le monde, y compris en France. Il y a une différence essentielle entre le terrorisme spontané de cet individu à qui on a détruit une maison parce qu'il fait partie d'une famille du Hamas de terroristes et qui décide le matin de prendre une voiture et aller vers Naplouse, et en route il sort son poignard et il crée un attentat spontané. Je vais vous dire de manière ouverte et directe, ça ne s'arrêtera jamais. Ce terrorisme spontané-là ne s'arrêtera pas. Il y a 2 800 000 Palestiniens qui sont, de leur point de vue, dans des territoires occupés, et c'est leur manière de créer quelque chose de symbolique pour défendre leur honneur perdu, etc. Pour vous, je ne sais pas pour vous, mais moi, je viens de terminer mes réserves en Judée, en Samarie, avec mes camarades pendant 60 jours, et j'ai vu quelque chose de très préoccupant, et je n'arrive pas à le comprendre comme Israélien ou comme père d'un enfant, d'un fils. Je vois ces jeunes de 12, de 8, de 15, de 25 ans qui sortent et lancent des pierres. Ils jettent des pierres sur des véhicules. Ça peut causer des accidents terribles. Des familles peuvent être tuées. Ce sont des enfants avec une pierre qui peuvent tuer toute une famille. Et vous voyez des pneus qui brûlent. Et vous voyez ces jeunes, ces enfants qui font ça. Et vous vous demandez où sont les parents? Pourquoi est-ce que les parents de ces enfants, qui en fin de compte devront payer le prix pour arrêter, et ceux qui seront arrêtés pour répondre à une enquête, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils attendent? Et à mon avis, moi qui donne des conférences là-dessus dans le monde entier pour le combat antiterroriste, etc., je peux vous dire que le terrorisme en Judée, en Samarie, de manière organisée, n'existe pas. Depuis le 7 octobre, il n'y aura pas de 7 octobre depuis la Judée et Samarie. Le Hamas et le djihad ne sont pas en selle là-bas. Toutes sortes d'organisations, salafistes, Daesh, etc., n'ont pas lieu là-bas. Et donc, il n'y a rien d'organisé, il n'y a pas d'armement, il n'y a pas... Même l'Iran qui a essayé au début de la guerre à transférer en Judée, en Samarie, des armements, ils n'ont pas réussi. Donc bref, contre cela, nous savons nous mesurer constamment. Ça est assez fort, et même s'il n'y a pas de souveraineté, nous contrôlons le terrain, nous y sommes et nous faisons ce qu'il faut faire. Notre problème,
c'est comment résoudre ce problème du terrorisme spontané. Et moi, je pense que nous devons œuvrer face à la population plus âgée, faire passer un message clair et net, qu'il y aura des sanctions contre les parents de ces jeunes. Si maintenant il y a eu cette tentative d'attaque au couteau contre 2 soldats qui n'ont pas réagi, mais ça c'est encore autre chose, moi, de mon point de vue, je vais voir le père de ce jeune et lui dire, c'est vous le père de famille, vous allez être arrêté et vous allez aller vous installer à Gaza, point barre. Et je suis désolé, c'est la seule solution. Il faut que les enfants aient peur que les familles, les parents, la tribu, soient ceux qui soient sanctionnés. Le gros problème, c'est qu'il n'y a aucune différence d'idéologie, puisque vous venez d'en parler, entre eux, et ce qui m'amène à l'une de mes dernières questions concernant Gaza, entre la rue qui est à Jenin, Naplouse, ou sur des enfants qui jettent des pierres, et Gaza. Il n'y en a pas. Écoutez, en principe, oui, il n'y a pas de différence idéologique, nous sommes l'occupant, ils sont les occupés, etc. Mais c'est pas vrai, c'est de la propagande, c'est une mauvaise conception du monde, c'est totalement erroné. Il y a une petite différence idéologique quand même dans la motivation et dans les raisons d'agir. Je vais vous expliquer. Si vous vérifiez les résultats des enquêtes du Shabak et de l'armée auprès de ces jeunes, vous verrez que dans la majorité des cas, ce sont des vengeances pour l'arrestation d'un des membres de la famille, pour le fait qu'on leur a fermé la maison, ou qu'on leur a détruit la maison, etc. Donc c'est pas un jeune qui décide d'attaquer parce qu'ils occupent pour libérer la Palestine. C'est pas de ça qu'il s'agit. Très souvent, bien sûr, ça arrive, mais nous savons aussi faire une cartographie de ça. Vous voyez les villages pro-Hamas en Judée, en Samarie, et vous savez que c'est un village Hamas religieux, extrémiste, et c'est là qu'il y a des attaques idéologiques. Et il y a d'autres villages, sans rentrer dans les détails, où les choses sont plus calmes, disons, moins religieux, moins d'appels aux attaques par les imams dans les mosquées, et il y a quand même des attentats. Pourquoi ? Parce que quelqu'un a voulu venger l'arrestation de son père, de son frère, de la maison détruite, etc., etc. Et donc, c'est tout à fait passionnant d'étudier les raisons pour lesquelles, mais en fin de compte, un terroriste est un terroriste. Et voilà, il faut réagir autrement. Je vous propose que la prochaine fois, on fasse cette interview sur le terrain avec vous en tant que guide. Océane et moi, on vous suit et vous nous montrez quels villages sont des villages du Hamas et d'autres un peu moins. Bon, il n'y a pas de problème, j'ai le matériel qu'il faut ici dans la voiture. Vous venez, on y va. Action, réaction, c'est ce qui s'appelle un expert en contre-terrorisme. Merci Yair Marton d'avoir été avec nous. Alors on change complètement d'univers pour parler de l'Europe, de ses pressions surtout au niveau de l'OTAN et cette montée des tensions. Jean-Paul Paloméros, merci d'être avec nous. Vous êtes général, ancien commandant suprême allié transformation de l'OTAN. L'Allemagne et d'autres pays auraient décidé de transférer 800 000 soldats à la frontière Est. Ça réveille quand même quelques démons. Oui, ces déclarations, il faudra voir un peu de quoi il s'agit, parce que ça peut être des forces qui sont mises en place et qui se succèdent, si vous voulez, des détachements. On est plutôt aujourd'hui, en tout cas, dans la logique de prépositionnement et de rotation de forces. Peut-être que ce qu'il faut entendre par là, c'est qu'elle pourrait aller jusqu'à engager ce volume d'hommes, si c'était nécessaire, pour venir en soutien d'un des pays attaqués éventuellement par la Russie. Est-ce que cette escalade verbale ne risque pas d'être mal comprise par le Kremlin ? Le chef du Kremlin, il a déjà dit tout le mal qu'il pense de l'OTAN, qui est son adversaire depuis la création, enfin, il n'était pas là, mais en tout cas, depuis que lui-même a pris le pouvoir. Donc évidemment, avoir 32 pays qui agissent au sein d'une alliance où ils sont prêts à s'engager les uns pour les autres, c'est pour lui, c'est quelque part un échec, puisqu'il est très isolé. Et pourtant, lorsque la Russie a visé et attaqué la Pologne avec des drones, il n'y a pas eu de réaction.
Est-ce que cette absence de réaction, justement, ne risque pas de donner de la force encore plus à Vladimir Poutine? Vous savez, Poutine, il connaît très très bien l'OTAN. Il sait très bien ce que c'est que la défense collective de l'OTAN, l'article 5. Fort heureusement, il n'y a pas d'automaticité. Parce que là, typiquement, pour le cas que vous citez, c'était évidemment, la Pologne est frontalière de l'Ukraine, et dans ce brouillard de la guerre, il est clair que quelques drones peuvent échapper au contrôle, surtout quand ils ne sont pas contrôlés par ailleurs. Il ne faut pas prendre ça pour un acte de guerre, mais il faut quand même, d'un autre côté, être très clair vis-à-vis de Poutine en disant ça c'est intouchable, vous avez pénétré l'espace aérien de l'OTAN, il va falloir quand même en subir les conséquences. Et c'est là qu'il y a une réflexion au sein de l'OTAN sur des possibles mesures d'anticipation, si vous voulez. Il ne faut pas attendre que l'OTAN soit attaquée, que ses frontières et son espace aérien soient violés pour réagir. Là, il y a une réflexion pour pouvoir peut-être engager plus tôt les moyens, les avions ou les drones russes qui auraient, je dirais, un cap qui se dirigerait vers les pays alliés de trop près. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que ce sont presque des mots vides de sens vis-à-vis de Poutine? Alors, tout à l'heure, vous parliez effectivement peut-être un peu d'attentisme. C'est sûr que dans la tête de tous, et en particulier avec, on y reviendra peut-être, cette évolution, comment dirais-je, très rapide des positions à Washington dans les négociations, il y a peut-être un petit recul quand même, il faut l'avouer. Hein. C'est ce que je veux exprimer en disant l'Alliance n'est pas aussi, comment dirais-je, mordante qu'elle le devrait, parce que moi, à mon avis, il faudrait qu'elle puisse effectivement faire comprendre à Poutine qu'il est hors de question qu'il vienne, non seulement qu'il s'en prenne à un membre de l'Alliance, mais même qu'il laisse ses avions ou ses drones se rapprocher trop près de la frontière. Attendez que je comprenne bien, vous dites en d'autres termes qu'il faut abattre des appareils russes? Ben oui, si nécessaire. Vous savez, quand vous avez, je ne sais pas, mettons un bombardier qui arrive à quelques kilomètres de la frontière d'un des pays de l'OTAN, ce n'est pas le temps que ça va prendre pour qu'il puisse pénétrer, et après on ne sait pas ce qu'il va faire. Donc à partir du moment où la Russie est alertée qu'il y a cette espèce de d'une zone tampon, je crois que ça serait nécessaire si on veut vraiment éviter, et ça permettrait même d'éviter des erreurs. C'est ce qu'on avait pendant la guerre froide. Dernière question concernant la France. Est-ce que vous partagez l'avis de vos anciens frères d'armes de l'appareil sécuritaire qui affirment que le président Macron a tort de faire peser le spectre d'une guerre constante, imminente avec la Russie? On est face à une guerre gravissime, hein, qui peut entraîner l'Europe dans un tourbillon tel qu'on en a connu au XXe siècle. Il faut bien prendre les choses telles qu'elles sont. Personne ne sait. Je n'ai jamais prétendu avoir le boule de cristal, y compris quand je commandais la transformation de l'OTAN. Personne ne sait quelles seraient les ambitions de M. Poutine. S'il s'en est pris à l'Ukraine, qui était un grand pays souverain, et garanti d'ailleurs par des accords dits de Budapest, et qui s'est dénucléarisé pour ce faire, et ensuite, qu'est-ce qui l'empêchera de s'en prendre aux anciens pays de l'Union soviétique, tels que les pays baltes? Personne n'en sait rien. Donc la seule attitude à avoir aujourd'hui, c'est une attitude de fermeté, c'est de bien faire comprendre que l'Alliance fait bloc et de se préparer. Alors après, évidemment, c'est pas simple. En France, on a quand même un budget qui est difficile à établir, vous voyez. Mais le président de la République a annoncé, malgré tout, des augmentations très sensibles des budgets de la défense. Donc là, il va falloir trouver un juste chemin. Il semble qu'il y ait un consensus quand même sur ce sujet. Et pour éveiller l'attention des Français,
cette idée qu'il faut se préparer à soutenir. L'idée, elle est là. Il faut se préparer à assumer notre rôle au sein de l'OTAN, c'est-à-dire soutenir un des pays qui serait attaqué, plus un des pays baltes ou un autre. C'est ça, en fait, qu'il faut décrypter. Personne n'a envie d'aller à la guerre, mais pour ne pas aller à la guerre, il faut la préparer. Tout le monde le dit. Maintenant, il faut le faire. Et il faut bien la préparer. Et il faut la préparer ensemble au sein de l'OTAN. Et là, on montrera à Poutine que l'OTAN, c'est une alliance fiable. Alors évidemment, il y a l'attitude des Américains. Il faut continuer inlassablement à démarcher les Américains en leur expliquant qu'ils font partie intégrante de cette alliance, qu'ils en sont même un peu le cœur, le centre, et qu'elle nous a garanti la paix et la sécurité, je dirais en Europe, et voire dans le monde d'ailleurs, depuis 1949. Merci beaucoup, Général Jean-Paul Palomares, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette première partie de défense. Restez connectés parce que nous parlerons des liens qui existent entre négociations sécuritaires et négociations commerciales. Le président des États-Unis ne cesse de le dire. Je suis avant tout un businessman. Restez avec nous juste après la pause. Israel Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israel Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israel Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israel Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment, bâtissons l'avenir ensemble. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulances, unités mobiles, dons du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier. In the air, need you more than ever. Snow keeps snowing, the wind keeps blowing, but we'll be snug and so warm. And we wish you Merry Christmas, it's Christmas time at last. Le cadeau qu'on rêve tous d'avoir dans notre petit soulier est chez SFR. SFR, on s'engage pour vous. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia? Félicitations. Vous avez un téléphone? Parfait. Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous.
Du Jourdain à la mer, un État juif, un État arabe ou les deux? Ça se débat. Génocide, apartheid, terrorisme d'État. Israël accusé de tous les maux, ça aussi, ça se débat. Les Juifs bientôt chassés d'Europe? Sujet sensible, mais ça se débat. Ici, on ne bavarde pas, on s'affronte, on se confronte. Ça se débat du lundi au jeudi en direct sur i24 News. Et si vous n'êtes pas d'accord, venez en débattre. Chaque semaine, retrouvez le meilleur des 4 chaînes réunies dans une seule émission. Le point d'abord en images. More details in this report. Un regard original au croisement des langues et des cultures. Le magazine de la rédaction, c'est le meilleur d'i24 News, sélectionné pour vous. Tous les jeudis sur i24 News. Deuxième partie de défense, on pose la question, est-ce que Donald Trump est un homme de paix ou simplement un businessman? Regardez ce sujet préparé par Chani Guidali, on en parle juste après. Pour le président américain, chaque crise régionale ou mondiale est l'occasion de prouver son expérience de businessman. D'abord, Gaza, Trump parle de deal, comme s'il paraphait un contrat. Son plan est qualifié d'accord gagnant-gagnant. Ses émissaires sont sur le terrain, le message est clair, Washington veut redevenir l'arbitre indispensable. En Ukraine, il assure pouvoir mettre fin à la guerre. Trump pousse Kiev et Moscou à reprendre contact, quitte à bousculer ses alliés européens. Une posture qui divise, mais qui lui permet de réaffirmer son rôle de faiseur de paix ou de pression. Direction ensuite le Venezuela où Trump durcit le ton contre le régime de Nicolás Maduro. Même le président américain confirme un échange téléphonique avec Maduro, mais rien n'avance. Il agit ici en patron et fait planer la menace d'une intervention militaire, officiellement au nom de la guerre contre le trafic de drogue. L'objectif, remettre les États-Unis au centre du jeu diplomatique latino-américain. Enfin, le Honduras, en pleine élection présidentielle. La campagne a été marquée ces derniers jours par l'irruption de Donald Trump, qui n'hésite pas à conditionner l'aide américaine à ses affinités avec les dirigeants. Le président américain assure que si Nasri Asfoura ne remporte pas les élections, les États-Unis ne gaspilleront pas leur argent au Honduras. Partout, Donald Trump veut afficher la même image, celle d'un président capable de reprendre le contrôle des grandes crises internationales. Une stratégie globale, parfois improvisée, mais surtout très politique et commerciale. Et quel plaisir de vous recevoir, Yael Chayou. Merci d'être avec nous. Vous êtes négociatrice commerciale et membre du forum Dvora. Je vous pose exactement la même question que Chani Guidali. Bonsoir, vous êtes avec nous, je reviens à vous dans un instant. Pourquoi Donald Trump, businessman, arrive là où les sécuritaires n'y arrivent pas? Eh bien, d'abord, c'est une question fort intéressante qu'on se pose souvent. Et moi, je voudrais mettre 3 paramètres différents dans cette situation. La personnalité de cette personne et sa position, et bien sûr, le monde des finances qui l'amène et la situation diplomatique où il œuvre. Nous voyons que c'est une personne très puissante, très directe aussi, et surtout une personne qu'on ne sait pas et vraiment à analyser. Au niveau de sa position, il est à la tête de la plus grande puissance du monde. C'est encore une source de force à la table des négociations. Et au niveau des affaires, qu'est-ce qu'il amène sur table? Beaucoup d'éléments du monde de la finance. La rapidité, la volonté de résultats immédiats et rapides. Et tout cela réuni crée une situation où tous les participants, toutes les personnes concernées sont intéressées. Et par rapport à la diplomatie, où les choses sont plus lentes, là nous voyons la rapidité, c'est la rapidité qui gère la situation. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est que je veux acheter une maison. Le propriétaire me dit, il n'est même pas en rêve, je ne te vendrai la maison. Le Hamas dit exactement la même chose. Je ne veux pas signer, je ne veux pas désarmer. Et lui, en tant que businessman, dit, c'est pas grave, vous signez.
Et il a signé. Ils ont signé, en tout cas jusqu'à maintenant. Et ils ont fait des choses qu'ils avaient dit qu'ils ne feraient jamais. Pourquoi? Parce que Trump, comme homme d'affaires, regarde la situation de plusieurs points de vue des intérêts. Et pour chacune des parties prenantes, en fait, chacun parle dans la langue de ses préoccupations ou qui l'intéressent. Et donc, il n'a pas hésité à ramener d'autres acteurs comme la Turquie, qui a pensé à la Turquie de la faire rentrer. Mais comme il a identifié que la Turquie amenait un levier important, il a dit en tant qu'homme d'affaires, tous ceux qui peuvent m'aider à avancer les choses, eh bien, il participera. Et moi, je ferai le jeu des leviers de chacun des acteurs. Yael Chayaud, vous connaissez le monde sécuritaire comme le monde commercial. Qui se sert le plus d'un domaine sur l'autre? Est-ce que c'est plus le sécuritaire ou c'est le commercial? Dans quelle situation vous voulez dire? Par exemple, quand est-ce que les choses se rencontrent? Le tunnel de Rafah, les terroristes à l'intérieur. Le tunnel de Rafah est un événement totalement militaire. Il y a eu des tentatives, nous le savons, d'y impliquer le monde tactique de négociation et des choses plus soft, mais ça ne pouvait pas passer par des négociations et c'est à ce moment-là sécuritaire à 100%. Quand est-ce qu'il y a des combinaisons, quand il y a un événement tactique dans lequel nous pouvons ramener des spécialités et des connaissances du monde de la négociation et des techniques que nous faisons venir du monde des affaires dans des situations sécuritaires? Vous avez géré ou vous continuez à gérer des contrats de plusieurs millions de dollars. Parfois, ces contrats s'écroulent. Est-ce que là, vous pouvez, avec votre expérience, regarder ce qui est en train de se passer à Gaza et nous dire que cet accord, ce deal dont parle Donald Trump, il peut s'écrouler? D'abord, c'est une très bonne question parce que quand j'accompagne des négociations, il y a toujours cette crainte. Quand est-ce qu'on voit que ça risque de s'écrouler, de ne pas tenir, des questions très compliquées sur le long terme? Alors, pour votre question spécifique, cet accord est extrêmement délicat. Il y a énormément de zones et Donald Trump vient, comme il l'est, comme homme d'affaires, il nettoie les bruits environnants, comme la religion, la foi, ça ne l'intéresse pas, ça ne l'avance à rien. L'histoire du conflit, ça ne l'intéresse pas. Il met tout sur table et quand on est dans une telle situation, c'est beaucoup plus délicat. Comment préserver l'accord? Eh bien, on met des gens sur place et on fait bien attention avec ceux qui gèrent et qui voient que la préservation des intérêts, quand est-ce que les gens agissent ou continuent à respecter un accord, c'est quand leur intérêt, plus avant, se trouve dans la poursuite de l'accord, qu'ils veulent avoir les promesses qui vont suivre. Et donc, comment préserver cet accord qu'il ne soit pas détruit ou qu'il continue de l'avant, il faut constamment s'occuper des intérêts et des leviers et qu'il y ait de quoi craindre si jamais l'accord n'était pas réalisé. Rapidement, c'est ma dernière question. Je me souviens d'une réponse de Donald Trump dans le bureau ovale. On attendait Benjamin Netanyahou, il était assis et Donald Trump dit « Qu'est-ce que c'est bon d'être un businessman ?» Ça ne peut pas toujours marcher quand on est businessman. Il y a des échecs aussi. Ça vous fait sourire. Oui, c'est une phrase tellement trumpiste. Quand vous êtes un homme d'affaires qui arrive de la position la plus forte au monde, en tant qu'être humain qui arrive avec du kilométrage et des connaissances dans les affaires, qui savent comment négocier, voir l'autre côté, comment trouver les leviers, etc., eh bien, il peut amener sur table des choses que la diplomatie ne sait pas amener. Alors, on se pose la question. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? C'est ça la question. Pourquoi il a dit ça? Il l'a dit parce que vraiment, mais ça ne marche pas toujours. Et ça ne marche pas toujours parce que nous n'arrivons pas toujours à une telle situation, même si je suis la personne la plus forte dans la pièce, et il peut dire, maintenant je ne te vendrai pas. Ah oui, parce que lui, il sait que sa maison va prendre de la valeur de plus en plus. Donc c'est une question de contexte. La personne la plus forte qui gère la puissance la plus importante au monde et qui a des intérêts pour tout le monde à en tirer profit, alors tout le monde sera ravi d'être dans cette position.
Mais j'espère que les téléspectateurs ont compris justement quel est le lien entre la négociation sécuritaire et la négociation commerciale. J'espère que vous reviendrez dans notre émission Défense Yael Rayou, parce qu'on comprend mieux les deux mondes qui se cooptent. Merci beaucoup à vous. Toda Rabba, Toda. Merci beaucoup, merci. Cette semaine, nous avons pu suivre également, alors ça va vous surprendre, un footballeur. Pourquoi un footballeur dans Défense? Tout simplement parce que c'est le seul au monde footballeur professionnel et également combattant réserviste. Une interview que j'ai réalisée avec Menaché Zalka. On regarde. Et je suis avec le capitaine de l'équipe de football, Menaché Zalka, qui est venu ici aujourd'hui pour le forum de la prochaine génération, de ce qu'on appelle les héros de la prochaine génération. D'abord, Menaché Zalka, merci d'être avec nous. Pourquoi vous êtes ici? D'abord, merci de m'avoir invité à une telle réunion et voir toute cette jeunesse qui vont protéger notre pays que nous aimons tant, comme footballeurs et comme combattants de réserve. Je suis fier d'être ici pour saluer les combattants qui sont tombés pour nous protéger, pour défendre le peuple d'Israël, l'État d'Israël qui est le seul que nous ayons. Je suis heureux d'être dans une réunion pour saluer nos soldats tombés au front. Vous êtes l'unique footballeur au monde à être professionnel et combattant réserviste. C'est quelque chose qui caractérise notre pays, notre peuple depuis tant d'années, peu importe que je sois footballeur ou autre chose. Nous sommes là pour défendre notre pays, notre terre, notre peuple. C'est quelque chose de très important et je suis heureux d'être un exemple pour les gens comme footballeurs professionnels, pour être là, pour servir mon pays et pour servir l'armée d'Israël. C'est un grand honneur. Lorsque vous avez été appelé le 7 octobre, vous avez hésité entre votre carrière professionnelle et votre obligation de réserviste? Ça m'a même pas traversé l'esprit. Avant qu'on nous ait dit qu'on nous appelait, mon sac était prêt. J'attendais qu'on m'appelle. Dans les moments les plus difficiles de notre pays, alors que nous avons été agressés par les assassins du Hamas, je voulais faire partie de ceux qui défendent leur pays. C'est mon privilège, c'est mon honneur de porter cet uniforme et je l'ai fait pendant toute la guerre et je le ferai tant que l'armée m'appellera. Vous savez, les jeunes footballeurs essayent aujourd'hui de trouver le moyen de ne pas servir ou servir à moitié dans le salle. Vous dites, moi c'est l'inverse. À four. Oui, encore une fois, moi j'appelle, si vous voulez, à s'enrôler à l'armée et c'est quelque chose de très important. Encore une fois, je n'accuse personne de vouloir avoir une carrière, mais ceux qui peuvent, ceux qui sont en bonne santé, ceux qui peuvent aller à l'armée doivent le faire et doivent servir le peuple, l'armée pour défendre nos familles, ma famille, votre famille, notre terre. Aujourd'hui c'est moi, demain, après-demain, ce sera les jeunes qui seront ici à la réunion, à la conférence, c'est important. Ménaché, il y a beaucoup de pancartes actuellement anti-israéliennes, voire parfois pro-Hamas dans les stades en France, à Paris, à Marseille. Qu'est-ce que cela vous inspire en tant que joueur professionnel et combattant réserviste, avec des valeurs de défense d'un État attaqué? Vous répondez quoi? Je n'attends rien des antisémites de France et nous voyons que ce qui se passe en France, l'occupation qui est en France, c'est un antisémitisme qui va croissant aussi. Ils font des choses terribles aux Juifs et donc j'appelle d'abord les Juifs à venir sur la terre d'Israël. C'est ici le foyer des Juifs, c'est ici l'État des Juifs. Je vous appelle, venez en terre d'Israël. Et je voudrais dire quelque chose aux antisémites dans le monde. Nous sommes un peuple fort, une nation forte, la plus ancienne nation. Nous avons une Torah qui a 3000 ans et nous n'avons pas honte, nous sommes fiers, nous aimons notre terre, nous ne voulons rien faire de mal aux autres. Mais si on nous attaque, eh bien nous répondons cette fois plus fort. Mais vous voyez jouer en Europe aujourd'hui? Ça semble presque utopique. À mon âge, je pense que ça ne sera plus le cas. Mais il y a un problème de footballeurs israéliens en Europe. On a vu Manor Salomon, Marseille le voulait et le public a fait pression sur le club et ça n'a pas eu lieu. Et on a un vrai problème. Il y a d'autres endroits où on peut jouer en Europe et ceux qui veulent peuvent le faire en Europe et ils le font. Dernière question. Vous êtes considéré comme un modèle aujourd'hui devant ces jeunes. Vous pouvez leur dire qu'il y a encore l'espoir d'un meilleur avenir malgré toutes ces mauvaises nouvelles en interne?
il y a de l'espoir. Bien sûr, il y a beaucoup de choses mauvaises, mais il y a de très belles choses aussi. Chez nous, dans la presse, on souligne les choses négatives, mais il y a beaucoup de choses positives. Et on voit tellement de jeunes ici qui veulent rentrer à l'armée, qui veulent se battre. Beaucoup de gens formidables qui, pendant cette guerre, des orthodoxes, des laïcs, des ashkénazes, des séfarades, tous ensemble ont fait pour aider les soldats, les citoyens, les réservistes. On peut travailler tous ensemble et il faut souligner les bonnes choses et moins s'occuper de ce qui est mauvais. Merci beaucoup. Merci. Shani Guidalia, bonsoir. On a parlé d'esprit israélien à l'instant. On parle aussi d'esprit des handicapés. Comment on peut s'en sortir lorsqu'on est amputé pendant cette guerre, parce que c'est la journée internationale justement du handicap. Oui Mathias, et avant de parler un petit peu de ce phénomène, je vais déjà vous donner les chiffres officiels des soldats qui ont été blessés depuis le début de la guerre, déjà tout front confondu. Il y a au total 6399 soldats qui ont été blessés, parmi eux près de 4000 sont des blessés légers, 1578 modérés et 954 sont des blessés graves. Qu'est-ce qu'on appelle blessés légers, modérés et graves? Pour ce qui est léger, ça regroupe les soldats qui ont été blessés mais qui ont été touchés sans mise en danger immédiate de leur vie. Donc on parle souvent, ça peut être des fractures simples, ça peut être aussi des traumatismes auditifs qui sont liés aux explosions. On sait que ça arrive très souvent pendant les combats en zone urbaine, ou encore des blessures mais sans atteinte d'un organe vital. Pour ce qui est des soldats blessés de façon modérée, ça nécessite une prise en charge hospitalière, parfois même des opérations chirurgicales assez complexes et un temps de rééducation qui évidemment est très long. Et enfin, pour ce qui est des soldats blessés grièvement, pour ces soldats, leur vie dépend souvent de leur prise en charge dans les toutes premières minutes, parfois même sur le terrain. Donc ça comprend, vous l'avez dit, des soldats qui doivent être amputés d'un ou plusieurs membres, de lésions cérébrales traumatiques ou alors des éclats ou des blessures explosives qui atteignent les organes vitaux, la cage thoracique ou la colonne vertébrale. Il faut savoir que les amputations, c'est évidemment un phénomène qui est lourd et de plus en plus de soldats doivent y faire face. Et depuis le début de la guerre, les hôpitaux israéliens ont pris en charge de plus en plus de soldats qui ont dû être amputés, puisqu'il faut savoir que les charges explosives qui ont été employées, notamment à Gaza, provoquent des blessures, excusez-moi du terme, mais qui peuvent littéralement pulvériser les tissus. Mais Israël, et ça c'est une bonne nouvelle, possède l'un des centres de prothèses, les meilleurs centres de prothèses au monde, et il y a une centaine de soldats jusqu'à maintenant qui ont reçu des prothèses pour remplacer les membres qui ont dû être amputés, et au mois d'avril, il y a même un soldat qui a pu rentrer chez lui avec un exosquelette complètement personnalisé. Et il faut préciser d'ailleurs que ce soldat était paralysé au niveau des 2 jambes. Donc voilà, il y a actuellement de plus en plus de soldats qui ont le droit aussi à ces prothèses artificielles. Maintenant, il faut savoir que ces chiffres ne prennent pas du tout en compte les blessés psychologiques et ceux qui font face notamment au post-trauma. Donc c'est pour ça que les chiffres sont souvent revus à la hausse. Il y a 1 mois et demi, il y a le ministère de la Défense qui a publié un rapport qui estime à 20 000 le nombre de soldats blessés, que ce soit physique ou psychologique, et qui estime que d'ici 2028, ce nombre pourrait atteindre 100 000. Merci, Shani Guidalia. J'ai pu tourner cette semaine, regarder ce sujet parce qu'il est plein d'émotions autour des personnes qui ont été amputées, mais qui restent des combattants boxés pour se relever. Reportage. Plus de 6400 soldats ou forces de sécurité ont été blessés depuis les attaques du 7 octobre. Dont près de 1000 grièvement. Pour la plupart d'entre eux, il faut réapprendre à avoir confiance en soi. C'est là qu'intervient Sagi Dovev, commandant de réserve et chef instructeur de close combat au sein de la prestigieuse unité d'élite Sayeret Matkal et ancien champion d'Europe de Jiu-Jitsu, art martial japonais. Shalosh, Shtaim, 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 Had, Pa. David, il ne vous fait pas de cadeau, n'est-ce pas? Non. Bien sûr. Et qu'est-ce que cela vous procure comme sensation? Ça me montre qu'il se bat pour moi, comme je me suis battu pour eux. C'est comme si vous n'étiez pas blessé. Vous vous sentez comme une personne normale. Je ne suis plus blessé, je suis comme tout le monde. C'est un combattant. Il n'est pas blessé, c'est un combattant. Et il le reste encore aujourd'hui. C'est exactement ça. Ce qui est le plus important à dire, c'est que la guerre n'est pas terminée. Les soldats combattent encore. C'est sa guerre. Mais bien sûr, c'est sa guerre. C'est important de le rappeler.
Boxer pour se relever. Ne pas abdiquer. Reproduire les mêmes efforts. Transpirer. Sentir la douleur. Mais surtout l'accepter. Autant de valeurs que David Revaïev a partagées en étant combattant, puis photographe de guerre au sein des unités de combat, engagé dans la guerre qui a suivi les massacres du 7 octobre. David a fait son alia à l'âge de 4 ans. Il n'a pas eu le temps d'émettre des comparaisons entre l'Ouzbékistan et Israël. Mais avoir été photographe de guerre au moment où son pays est attaqué était un privilège pour lui, comme une évidence. Nous combattons pour la vérité. Nous montrons que nous défendons notre État. Nous ne nous cachons pas derrière des enfants. Nous ne creusons pas des tunnels dans les maisons, dans les jardins d'enfants, dans les écoles. Nous combattons pour la vérité, notre vérité. Et lorsqu'ils nous attaquent, eh bien nous répondons avec toute la force nécessaire. Peu importe le prix à payer. Oui. Un silence qui en dit long sur le travail psychologique aussi à mener pour ces jeunes combattants. Qu'est-ce qui vous a amené à entraîner ces blessés de guerre ? Le besoin. Il y avait comme un vide. C'était le chaos le 7 octobre. J'étais avec mes soldats de l'unité Sarayet Matkal, et puis avec tous les autres soldats qui sont arrivés. Et mon objectif était de voir comment je pouvais les aider à leur réhabilitation, le plus vite possible. En fin de compte, ce sont des combattants. Ils étaient hier capables de tout, ils combattaient de partout, et puis soudain, ils se retrouvent complètement cassés dans un lit d'hôpital. Et tout ça bénévolement ? Oui, bénévolement, mais c'est un privilège. J'ai décidé de le faire, personne ne m'a forcé. Ils sont comme vos enfants. Comme mes enfants, comme mes soldats. Certains étaient mes soldats pendant des années lorsque j'étais officier en fonction. C'est ça le lien qui nous unit. David, je crois même que je t'ai entraîné lorsque tu commençais tes classes. Et votre objectif, c'est de les relever, n'est-ce pas ? De les relever, oui. Je ne cherche pas à avoir pitié d'eux, de leur faciliter la tâche. Je veux leur faire sentir qu'ils restent des combattants, qu'ils ont la même valeur que tout le monde. Je leur dis qu'ils doivent travailler dur, se réhabiliter et revenir à une vie normale. Pas comme ils étaient avant leur blessure, encore plus forts. Je peux dire, grâce à sa présence, que l'atterrissage a été plus aisé. Nous sommes passés d'une intensité de combat à 100% dans des conditions difficiles à un atterrissage ici, à l'hôpital, complètement en 1000 morceaux, en fauteuil roulant, immobiles dans leur lit. Et puis Sagui est venu. Il nous montre que nous sommes capables de tout faire. Il suffit de le vouloir. Que nous sommes encore des combattants et nous combattons encore chaque jour. Il nous a montré le chemin et nous sommes là aujourd'hui grâce à lui. Pourquoi vous n'aimez pas qu'on vous qualifie de héros ? Parce que j'estime que je n'ai pas rempli ma mission. J'avais une mission de ramener les otages. Malheureusement, j'ai échoué avant de pouvoir le faire. Mais vous n'avez pas échoué, vous êtes en vie et les otages sont rentrés vivants. Et vous êtes là. Oui, je peux dormir un peu mieux la nuit, mais je me répète, ce n'est pas moi qui les ai ramenés. Je suis heureux qu'ils soient rentrés chez eux. Je peux dire que parce qu'il a répondu de cette manière, c'est un héros pour moi. C'est un héros. Un héros. Il est humble, il reste un combattant. Ils sont tous comme ça. Ils diront tous la même chose. C'est pour cela qu'ils sont des héros. Qu'ils veulent qu'on les appelle comme ça ou pas, c'est ce qu'ils sont. On dit que lorsqu'on reçoit la médaille de combattant, c'est pour la vie. C'est ce que vous ressentez ? Oui, c'est pour ça que je me suis engagé. J'ai émigré avec ma famille pour défendre mon pays. J'ai émigré d'Ouzbékistan. Je suis en train de collecter toutes les parties du puzzle, de comprendre quelle est ma place et ce que je veux faire dans ma vie. Israël est sans doute l'un des pays les plus à la pointe en termes de rééducation et réhabilitation des combattants, blessés au combat ou au cours d'attaques terroristes. Mais cela passe aussi, au-delà des aides de l'État, par des hommes et des femmes qui, comme Sagui, donnent de leur propre temps. Vous le faites pour eux ou aussi pour vous-même ? Très bonne question. Tout a commencé pour eux, mais j'ai très vite compris que c'était pour moi. Lorsqu'on me demande pourquoi je fais ça, pourquoi je suis bénévole, pourquoi je viens tous les jours les entraîner, ce que vous voyez et vous entendez aujourd'hui, c'est ça, c'est ma motivation. Ces héros qui ont donné leur corps pour défendre l'État, pour nous défendre, pour la sécurité du monde occidental, les voir parler comme ça, les voir combattre pour accélérer leur éducation, ils ne se lamentent jamais sur leur sort, ils n'abdiquent jamais. Au contraire, ils disent qu'ils ont une mission, qu'ils veulent revenir sur le terrain.
C'est mon objectif. Il n'y a pas de meilleure motivation, de meilleure satisfaction que de les voir comme ça. Et puis oui, j'avais prévu de quitter l'armée, d'ouvrir une société, de gagner des millions. Et finalement, je suis un millionnaire dans mon cœur, dans mon âme. C'est sans doute le plus important. Et pour mieux comprendre que cet entraînement n'est pas pour la caméra, mais qu'il aide vraiment les blessés de guerre à reprendre confiance en eux et des forces, nous avons voulu nous-mêmes le prouver. Et vous allez comprendre, ce n'est pas un combattant, c'est un boxeur avant tout, regardez. Hook. Ne frappe pas les mains, mais le ventre. Lui aussi est un combattant. Sagui a entraîné des centaines de soldats et soldates depuis le 7 octobre, d'anciens otages aussi. Et lorsqu'on lui demande s'il veut raccrocher les gants, voici sa réponse. J'ai compris qu'après leur sortie de l'hôpital, après avoir été entouré par tous les médecins, après avoir été suivi après mes entraînements, ils rentrent en fin de compte à la maison. Et c'est là que commence la vraie guerre. Ils ont besoin de tout ça aussi après leur sortie de l'hôpital. La physiothérapie, l'hydrothérapie, de continuer à s'entraîner au Krav Maga et aux arts martiaux. Et aussi, en parallèle, un soutien psychologique. C'est pour cela que j'ai décidé de créer une association, la Maison des Héros, qui s'occupera d'une réhabilitation du corps et de l'âme, le tout dans une seule maison. Comme il l'écrit sur l'un de ses réseaux sociaux, pour Sagui Dovev et la Maison des Héros, si vous voyez tous les obstacles sur votre chemin, c'est que vous avez retiré vos yeux de l'objectif. Belle philosophie de vie. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Défense. On se retrouve la semaine prochaine.